Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés. Chaque jour, du lundi au vendredi à 17h pour la grande édition si vous nous suivez en direct pendant une heure, à retrouver chaque soir en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, des marchés en Europe un peu esselés avec la fermeture de Wall Street et des marchés actions américains notamment en ce jour de commémoration de Martin Luther King aux États-Unis. L'Europe sans les US, ça donne une séance négative pour les indices actions européens. Le CAC 40 recule de 0,75% en cette fin de séance avec notamment le poids du luxe ou de la consommation discrétionnaire. On voit des baisses assez appuyées pour des valeurs françaises comme Essilor-Luxottica ou encore L'Oréal, l'une et l'autre reculant de 4% aujourd'hui au sein de l'indice vedette parisien. Vous aurez le détail de cette séance en cours dans un instant avec Pauline Gratel. Parmi les préoccupations du moment pour les investisseurs, la question clé du calendrier des banques centrales en matière de baisse de taux. Si la Réserve fédérale américaine s'est montrée assez ouverte sur l'idée de basculer dans une nouvelle fonction de réaction avec une nouvelle attitude, du côté de la Banque centrale européenne, les choses sont un peu moins définitives à ce stade. On retiendra parmi les dernières prises de parole des banquiers centraux américains l'interview donnée ce week-end à la presse italienne du chef économiste de la BCE, Philip Lane, qui estime que la BCE prendrait peut-être un risque important à assouplir trop tôt sa politique monétaire et que la Banque centrale européenne aura d'ici le mois de juin un ensemble de données clés, de données dures qui lui permettront de prendre sa décision sur le futur des taux directeurs en zone euro. Commentaires, réactions, analyses de nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis comme chaque lundi, nous retrouverons dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas pour notre quart d'heure américain avec évidemment la politique américaine à la une, mais également les problèmes et les affres du groupe Boeing aux États-Unis, quelques jours après l'accident du 737 MAX 9 opéré par Alaska Airlines. La question se pose à nouveau du contrôle qualité et des process de production chez Boeing, sous surveillance plus que jamais des régulateurs américains. Pierre-Yves Dugas sur ce sujet, donc à retrouver à 17h45 ce soir. Et des marchés européens dans le rouge au final, en l'absence de Wall Street. Les infos clés du jour avec Pauline Gratel. Un début de semaine calme à la Bourse de Paris, marqué par la fermeture des marchés américains aujourd'hui en raison du Martin Luther King Day, le jour de commémoration de la naissance de Martin Luther King. Un des principaux événements de cette journée, c'est l'ouverture de la réunion annuelle du Forum de Davos en Suisse, qui se tiendra toute la semaine jusqu'à vendredi. Emmanuel Macron s'y rendra d'ailleurs ce mercredi avec 4 présidents de région pour que chacun puisse présenter les atouts économiques de leur région lors d'ateliers. En plus de ce casting, 20 chefs d'entreprise, de patrons de start-up, de PME et de TI seront présents. Aujourd'hui marque aussi le top départ de la sélection des candidats républicains avec le caucus de l'Iowa. Côté obligataire, les rendements sont à la hausse aujourd'hui en zone euro après que les investisseurs aient pris connaissance notamment des propos de Philip Lane, chef économiste de la BCE ce week-end. Il déclarait qu'une baisse trop rapide des taux pourrait alimenter une nouvelle vague d'inflation. Côté indicateur, partons en Allemagne maintenant où une toute première estimation préliminaire est sortie sur le PIB du dernier trimestre 2023. Il recule de 0,3% sur la période. Moins 0,3%, c'est aussi l'estimation qu'on a pour la croissance allemande sur l'ensemble de l'année 2023. Côté valeur, Atos recule fortement aujourd'hui. Le groupe informatique a nommé un nouveau patron au pied levé, Paul Saleh, ex-directeur financier, après qu'Yves Bernard quitte l'entreprise à la suite de divergences de vues sur la stratégie. La nouvelle est mal accueillie en bourse puisque le groupe cède jusqu'à 15%. Autre chute aujourd'hui, celle de Dassault Aviation qui plonge de plus de 5% avec des livraisons de Falcon et de Rafale inférieures aux objectifs fixés. C'est l'un des plus forts déclins de la journée. Concernant les hausses aujourd'hui à la Bourse de Paris, on note notamment celle de Belive qui prend presque 7% au cours de cette séance sur fond de rumeurs de possibles sorties de la cote.
Demain, direction l'Allemagne. Tout d'abord, les investisseurs prendront connaissance de l'indice des prix définitifs en décembre et de l'indice ZOO qui mesure le moral des chefs d'entreprise. Cette semaine sera également marquée par la suite des publications des résultats des entreprises avec Morgan Stanley et Goldman Sachs qui sont attendus demain. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Pierre-Olivier Beffy est avec nous, gérant et chef économiste chez Boussard et Gavaudan. Bonsoir Pierre-Olivier. Bonsoir Eric. Merci d'être là. Je le rappelle, vous êtes également président de l'association L'Éco-Avenir, à travers laquelle on peut retrouver des dizaines, des centaines, peut-être même de podcasts maintenant. Plus de 100 podcasts qui permettent de décrypter et de comprendre les grands concepts économiques et financiers. Julien Moutier à nos côtés également, directeur des gestions obligataires de Groupama Asset Management. Bonsoir Julien. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Ravi de retrouver également Jean-François Robin. Bonsoir Jean-François. Directeur de la recherche de Natixis. Jean-François, je voulais vous entendre rebondir peut-être sur les propos de Philippe Lane. Alors, beaucoup de banquiers centraux européens se sont exprimés ces derniers jours. Certains encore aujourd'hui à l'occasion de l'ouverture du Forum économique de Davos. Mais je retiens quand même l'interview de Philippe Lane au Corriere della Sera ce week-end. La presse italienne, chef économiste de la BCE, assouplir trop vite en zone euro pourrait s'avérer contre-productif. La BCE attend des données clés d'ici le mois de juin. De quoi parle-t-il et pourquoi faut-il attendre le mois de juin ? Alors je crois qu'il est vraiment dans la lignée de ce qu'avait dit Christine Lagarde en décembre. On relisait cette conférence de presse avec mes étudiants de la Sorbonne et c'est clair qu'il y avait un seul truc finalement qui empêchait la BCE de baisser les taux dès maintenant, parce que vous savez que vous baissez les taux, son impact total dans l'économie, c'est 18 mois pour la zone euro. Ça dépend des économies qui sont plus ou moins taux variables, etc. Mais c'est autour de 18 mois. Donc elle pourrait baisser d'ores et déjà les taux, puisqu'elle-même dit qu'en 2025, l'inflation sera autour de 2, ce qui est son objectif. Maintenant, il n'y a plus besoin que ce soit sous les 2. Autour de 2, ça suffit, je baisse les taux. Qu'est-ce qui l'empêche de baisser les taux, finalement ? C'est une seule chose qu'a dit Christine Lagarde et que reprend Philippe Lane, en fait, en creux, c'est les données salariales. Aujourd'hui, les prix de l'énergie ont complètement rebaissé. Encore ce matin, vous avez vu, le TTF, le prix du gaz est à 29 €. On était à 340 €, donc divisé par plus de 10. Donc la crise énergétique semble presque derrière nous. Je regardais, 29 €, c'est le prix moyen du gaz depuis 2005. Donc, d'accord. En fait, on est dans la moyenne. On n'est pas 2 fois supérieur à ce qu'il était en 2019, certes, mais en fait, on est revenu à la jauge. Et donc les prix de l'électricité divisés par 10. Bref, tous les prix d'énergie ont baissé. Vous prenez les prix aujourd'hui des biens. Il y a une déflation en Chine. On voit les PPI vendredi aux États-Unis, il y a de la déflation partout. De la déflation, je parle bien de déflation, c'est pas de la désinflation. On voit des baisses de prix à la sur un an partout. Eh oui. Évidemment, ce qui se passe dans le Golfe, dans le d'Aden, au large de la Somalie, fait remonter le prix des containers. Mais on n'est pas du tout dans un moment 2021, personne n'y croit. On n'est pas du tout dans les goulots d'étranglement. C'est pas un rebond de la demande mondiale. Au contraire, la Banque mondiale vient de nous dire qu'elle serait au plus bas depuis 30 ans, la croissance des biens en 2024. Donc, bref, les biens, l'énergie, ça ne viendra pas de là. Donc, il ne reste qu'un seul truc qui pourrait maintenir l'inflation au-dessus de ce qu'elle est la cible de 2%, c'est les salaires et donc les services. Et aujourd'hui, c'est ce qui se passe. On a des services et des salaires qui restent au-dessus de la norme. La question, c'est est-ce que ça va rester comme ça ? C'est vrai qu'on aura toutes les négociations salariales qui vont arriver. On va avoir pas mal de données là-dessus. Alors honnêtement, il ne faut pas être grand clair. Il suffit nous, on a des wage trackers de notre côté. On utilise même celui de la BCE. On le compare au nôtre. Quand on regarde toutes les négociations salariales aujourd'hui, avec une baisse de l'inflation, encore une fois, l'inflation divisée par 4 quasiment en Europe par rapport à l'année dernière, pareil aux États-Unis, aujourd'hui, partout, on voit des négociations salariales qui se calment en 2024, fin 2023, par rapport à ce qu'elles étaient en 2022. Donc honnêtement, nous, on est assez persuadés qu'il n'y a pas besoin d'attendre le mois de juin, que finalement, on a des données. C'est ma question. S'ils sont focalisés sur les données dures qu'ils suivent et qu'ils l'emportent sur les wage trackers qu'ils peuvent suivre également en parallèle, s'il dit évidemment, chaque semaine, on suit aussi des données. Mais là, il parle de données clés, données dures, les séries de salaires négociés, coût unitaire du travail, etc.
Est-ce qu'on peut imaginer que, oui, les données du premier trimestre dont parle Philippe Lane vont être des données positives qui iront dans le sens d'un assouplissement de la Banque Centrale Européenne? Alors, il y a deux choses. Il y a un facteur un peu technique, quelqu'un très technique comme Philippe Lane doit avoir en tête, c'est que ce qu'il va falloir regarder, c'est la productivité. La productivité du travail. Parce que si vous avez 3% de salaire, mais 1% de productivité, vous avez 2%. C'est pas le chemin qu'on prend, Jean-François. Donc aujourd'hui, quid de la productivité? Donc il y a tout le débat sur l'IA à moyen terme. Est-ce que ça va faire augmenter la productivité? Aujourd'hui, la productivité, elle évolue en fonction de deux facteurs. Si je prends juste la France, elle est en fait, la création d'emplois est en train de diminuer. C'est ça qui a plombé la productivité, c'est qu'on crée énormément d'emplois. Et donc, les heures, la production ramenée aux heures travaillées, ça faisait baisser la productivité. Aujourd'hui, on voit bien que les créations d'emplois, non seulement ralentissent, mais on a un taux de chômage qui remonte. Et a priori, on va avoir une petite remontée de la productivité. Ça, c'est un petit truc un peu technique qu'il va falloir suivre. Et évidemment, les données de production, il faut un peu de temps pour les avoir. Pour les données du PIB, voilà, on a le 4e trimestre, mais on n'a pas... En juin, effectivement, on aura un peu plus de vues. Mais on peut aussi dire en septembre qu'on aura plus de vues. Mais moi, je pense que ça, c'est un truc un peu technique qu'on aura résolu assez avant. La deuxième chose, quand même, que va regarder, ce qui explique, à mon avis, Philippe Lane, c'est qu'aujourd'hui, à laisser les marchés pricer, comme ils le font, des baisses de taux très massives qui se répercutent dans toute la courbe des taux, en fait, on provoque un assouplissement des conditions monétaires qui est un peu unwarranted, comme on dit à la BCE. C'est-à-dire que finalement, est-ce que vous n'avez pas à faire rebondir l'investissement? Ça n'aide pas. Et l'année dernière, il faut bien se comprendre qu'en 2023, la consommation était plombée, mais l'investissement tirait la croissance. En 2024, c'est plutôt l'inverse. L'investissement est en train de s'écrouler, mais on pense qu'il y a un rebond de la consommation, puisqu'avec la baisse des prix, on retrouve du pouvoir d'achat. Et donc, si jamais il y a des taux qui sont trop bas, peut-être que le deuxième moteur peut monter. Et là, on aurait peut-être de la surchauffe. Honnêtement, long story short, en un mot commençant, comme dirait mon Coluche, en fait, on n'a pas du tout ça dans les comptes aujourd'hui. On ne voit pas un rebond de l'investissement, on ne voit pas des salaires qui remontent. On a plutôt une croissance qui frise la stagnation. Vous avez cité, votre journaliste citait les chiffres allemands. On est tout près de la récession. Moi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de raisons pour que la BCE in fine, en réalité, baisse les taux avant l'été. Mais c'est leur jeu de dire ne pricez pas trop maintenant. Mais en fait, quand on regarde les États-Unis et l'Europe, on est en train de pricer beaucoup plus que ce qu'ils voudraient qu'on ait pricé. Julien, comment vous regardez cette situation, effectivement, avec l'idée d'une BCE qui se montre encore très prudente vis-à-vis d'un potentiel assouplissement des taux directeurs, alors même, effectivement, Jean-François le rappelait, que l'Allemagne est à 0, moins 0,3 sur le dernier trimestre, la zone euro est à 0 depuis un an en termes de croissance, et qu'on voit quand même un momentum de désinflation assez rapide sur les derniers mois. Et face à ça, une Fed qui paraît, depuis déjà quelques semaines maintenant, mi-décembre, le dernier FOMC, qui paraît très ouverte sur l'idée de pouvoir ajuster le réglage de sa politique monétaire, alors que le 4e trimestre de croissance aux États-Unis sera peut-être encore au-dessus du potentiel. Oui, tout à fait. Alors, je dirais que notre analyse est que globalement, l'agenda de la Fed et celui de la Banque Centrale Européenne n'est peut-être pas tout à fait le même, notamment cette année. Il ne faut pas oublier qu'on a des élections américaines en fin d'année, et sans faire de complotisme, on peut imaginer qu'il y ait un intérêt assez clair de la part des politiques et éventuellement de la Banque Centrale, même si elle se dit indépendante, de faire atterrir une économie un peu plus doucement que ce que l'on pourrait avoir avec des conditions qui seraient un peu trop restrictives. Garantir un certain calme macroéconomique pour permettre à cette élection présidentielle américaine de se dérouler de la manière la plus fair possible. Disons qu'on sait très bien qu'en période électorale, si vous voulez, le gouvernement qui est au pouvoir a tout intérêt à ce qu'on arrive avec une situation, on va dire, économique et donc de marché, notamment aux États-Unis. On sait que ça a un impact sur la confiance des consommateurs qui est assez important. Il faut arriver, je dirais, en novembre prochain dans les meilleures conditions possibles. Donc les États-Unis aujourd'hui ont la capacité, en étant le premier pays producteur de pétrole, de potentiellement pouvoir influencer la fixation des prix sur le pétrole face à l'OPEP, et donc peut faire pression à la baisse sur ce prix du pétrole tant qu'on reste au-dessus de 50, ce qui est, je dirais, les niveaux, un niveau globalement de prix de revient un peu, des coûts de production en tout cas aux États-Unis sur le pétrole. Tant qu'on est au-dessus, voilà, il n'y a pas forcément besoin de forcer le talent sur le prix du pétrole, et ça permet également quelque part aussi de contenir les risques d'inflation issus des prix de l'énergie.
parce que je souscris tout à fait à ce que disait mon confrère, les prix de l'énergie aujourd'hui ont fortement reflué, le pétrole se stabilise, mais les effets de base qu'on va connaître là dans les prochains mois sont positifs. Donc d'abord, ce en quoi on s'écarte un peu chez Groupama Asset Management de ce qui vient d'être dit, c'est que les effets de base sur l'énergie, même si l'énergie aujourd'hui ne cesse de progresser, les effets de base sur les prochains mois devraient quand même être positifs. Ça va durer quelques mois. Ça va aider la désinflation, en tout cas affichée dans les indices d'inflation qu'on regarde. Alors non, au contraire, ils vont être positifs au sens où ça va plutôt générer une tension sur l'inflation. Les effets favorables dans le sens qui allait aider à la... de notre scénario. D'accord, ok, pour votre scénario. En fait, ces derniers mois, ce qu'on a eu, et c'est ce qui expliquait d'ailleurs la majeure partie du recul de l'inflation dans les zones développées, c'est ce recul de l'énergie et de l'alimentaire. Alors l'alimentaire, on s'attend à ce qu'en 2024, ça contribue encore légèrement négativement à l'inflation, donc à la baisse de l'inflation. Par contre, l'énergie, ce sera plutôt positif sur l'inflation au sens à la hausse de l'inflation. La somme des parties, food plus l'énergie, on pense que ça sera plutôt légèrement à la hausse en termes de contribution sur l'inflation. Mais le véritable déterminant sur 2024, parce qu'on a en effet dépassé les sujets de goulets d'étranglement et de pression sur l'énergie. Alors d'abord, c'est de dire que sur l'énergie, le risque est asymétrique parce qu'on a quand même un embrasement géopolitique majeur, notamment au niveau des pays du Golfe. Et là, on ne sait pas ce que ça peut donner. Donc là, il y a un risque, je dirais, haussier sur l'inflation de ce point de vue-là. Et puis là où viendra, selon nous, éventuellement également le risque de surprise à la hausse de l'inflation, c'est sur l'activité, sur la croissance, et notamment sur l'activité manufacturière. Parce que oui, jusqu'à présent, dans les pays développés, notamment en 2023, on a eu un fort ralentissement de cette croissance manufacturière, et notamment sous l'effet d'un déstockage massif. Mais ce déstockage aujourd'hui, il est fait. On a plutôt même du bottoming, donc un rebond, je dirais, de ce stockage. Donc une demande d'investissement qui, selon nous, se maintient du consommateur, qui reste forte parce que l'emploi reste extrêmement tendu, comme ça a été dit. Mis bout à bout, on a une demande qui se maintient, un déstockage, donc on devrait avoir à minima un peu de reprise de l'activité industrielle, manufacturière, et ça devrait alimenter également, selon nous, une inflation qui, au final, serait plutôt cyclique. Et ça explique la réticence de Philippe Lane à endosser trop vite, trop tôt l'idée d'un assouplissement. Oui, certainement. C'est-à-dire que Philippe Lane voit bien que finalement, les mesures de durcissement monétaire, mais en zone euro comme aux États-Unis, n'ont pas permis de casser l'activité économique comme c'était anticipé. On a un marché de l'emploi qui est extrêmement robuste des deux côtés de l'Atlantique. On a un marché immobilier aux États-Unis même qui, après avoir légèrement baissé, repart à la hausse. Donc, on est loin d'avoir eu un déraillement de l'activité économique qui expliquerait finalement ce recul de l'inflation. Non, le recul de l'inflation, il est, je pense, majoritairement lié à des effets de base et à des effets post-goulets d'étranglement, post-Covid, que l'on a digéré. Et aujourd'hui, on va véritablement voir quels sont les effets sur l'activité économique, sur la croissance endogène, de la vigueur de ces demandes domestiques, à la fois investissement et la demande du consommateur, face encore une fois à un déstockage qui a été assez massif. Bon. Qui prend le risque de faire une erreur là, entre la Fed et la BCE ? Enfin, la Fed, représentée par Jérôme Powell, notamment, qui nous dit on a conscience du risque de maintenir à des niveaux trop restrictifs les taux pendant trop longtemps, très différent du higher for longer qu'on avait encore il y a quelques mois, ou la BCE, représentée par un Philippe Lane, qui dit attention, je ne veux pas être celui qui assouplirait trop vite les conditions monétaires en zone euro, avec des risques inflationnistes qui sont peut-être encore présents, au moins à court terme. Disons, sur le différentiel BCE-Fed, je pense qu'il y a un paramètre qui est très important, c'est l'état des banques. On sait qu'il y a à peu près, à la fin de l'année dernière, à peu près $1 trillion de pertes non réalisées par les banques américaines dans tout le système bancaire. Donc je pense qu'ils sont assez sensibles au fait que s'ils se baissent un peu les taux, ils vont un peu aussi éviter un peu de bruit et de volatilité éventuellement sur les banques. Donc je pense que ça, c'est un argument qui est assez fort à la Fed. Voilà. SVB est quand même encore dans les esprits de ce point de vue-là En tout cas, non, mais ils n'ont pas peur qu'il y ait une contagion à court terme, mais ils veulent, je pense, renforcer à nouveau un peu le bilan des banques. Et pour eux, ça leur coûte pas grand-chose de couper déjà 2-3 fois les taux. Moi, je pense qu'ils vont y aller en mars. Ils vont couper 2-3 fois. Et puis après, ils verront. Après, le marché, en fait, il est assez modal. Si vous regardez le marché, si vous regardez tous le marché des dérivés, en fait, ce que price le marché aujourd'hui, c'est qu'il price en fait 3 cuts et un risque de récession.
pour ça qu'on a les cuts après qui se prolongent, etc. Bon. Après, si on est un peu... Attends, c'est hyper intéressant. Quand on regarde le marché, qu'on arrive à comprendre effectivement ce qui est pricé à travers les instruments dérivés, il y a 3 baisses de taux comme signalées par la Fed, qui correspondent à un ajustement du réglage de la politique monétaire. Et toutes les baisses de taux que le marché price ensuite sont des baisses de taux qui viennent en réaction à une récession de l'économie américaine. Exactement. C'est le risque de récession qui est à peu près aujourd'hui à 10% dans le marché. Si vous regardez à peu près la distribution, c'est à peu près ça. Et ça nous donne un marché qui price donc 6 ou 7 baisses de taux tout au long de 2024, une par meeting, à commencer par le mois de mars. 50 voire 75 BP, ils vont y aller beaucoup plus fort. Donc après, le 25, c'est un peu une moyenne de tout ça. Après, il y a aussi, moi je pense qu'on est quand même dans une étape où il y a énormément de com. Les banques centrales, en moyenne, ont plutôt réussi leur pari. Voilà, personne ne croyait l'année dernière qu'on allait avoir une baisse de l'inflation sans casser l'économie américaine. Donc, toutes ces banques centrales, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont pas arrêter de dire que c'est horrible, qu'il y a encore vachement de risque d'inflation, puis elles vont quand même baisser les taux. Voilà. Moi, ça me fait penser à un pays qui m'a beaucoup marqué, c'est le Brésil. Vous avez un des banquiers centrales les plus hawkish de la planète, mais bon, à chaque coup, il baisse de 50 BP ses taux. Par contre, il vous explique à chaque coup, attendez, on n'a surtout pas fini le travail, on ne sait jamais, etc. Donc, ils sont dans une situation très confortable parce qu'ils ont l'inflation qui baisse avec une économie qui a bien tenu. Donc, par rapport, entre guillemets, à tout ce qu'on pouvait voir de négatif par rapport au scénario, ça se passe plutôt bien. Moi, je pense que la distribution, on en avait déjà parlé en début novembre, je pensais que la distribution allait changer. C'est-à-dire qu'il y avait le risque de récession, soft landing et no landing. Le no landing était un problème. Et ce qu'on disait en novembre, c'est que le no landing devient moins un problème parce qu'il devient désinflationniste. Et ça, c'est quelque chose de nouveau dans le marché. Parce que avant, le no landing, c'était associé au scénario inflationniste. Et ça gênait les gens. Donc, quand on avait trop de croissance, des données trop bonnes, on disait « Ah, c'est horrible, on va avoir trop d'inflation ». Quand on avait des données trop mauvaises, on disait « Ah, il y a un risque de récession ». Et puis, au milieu, il y avait ce fameux soft landing. Moi, je pense que la distribution du marché a changé. Et je pense qu'un des points aussi, alors j'ai un petit ajout, c'est vrai que je suis assez d'accord avec Jean-François sur un point, et je pense que c'est assez sous-estimé, c'est la productivité. Je pense que la productivité, elle s'est effondrée pendant le Covid. Où ? Partout ? Partout, parce qu'on a payé sans rien faire. Enfin, on n'est pas du tout productif dans ce cas-là. Je veux dire, la productivité, elle est à zéro. Et après, en fait, ce qui se passe là, c'est que même si les chiffres au niveau macro ne le reflètent pas complètement, on a quand même... c'est parce qu'il faut retraiter ça aussi de la population active, parce que quand on regarde les chiffres du chômage, c'est un peu biaisé. En fait, la productivité, je pense qu'elle explose, cycliquement. Et donc, si on a... Aux États-Unis, on arrive à le mesurer. On arrive à montrer quand même une croissance de la productivité sur plusieurs trimestres. Oui, mais en zone euro, on ne le voit pas. C'est solo 2.0, quoi. Mais c'est bien au-delà de ce que montrent les chiffres, à mon avis, macro. D'ailleurs, au niveau micro, on le voit très bien. Les entreprises se sont focalisées sur les biens où elles avaient le plus de marge, où elles étaient le plus productives. Et donc, à ce titre-là, la séquence de résultats micro qui arrive, là, va apporter peut-être un éclairage différent de ce que la macro nous dit, notamment sur la zone euro aujourd'hui. Disons qu'en fait, si on fait de la macro uniquement avec le taux de chômage et le PIB, je pense qu'on passe à côté du problème. Voilà. Aux États-Unis, si vous retraitez de la baisse du taux de participation, la productivité, elle est bien meilleure. Et donc, du coup, si on a vraiment un choc de productivité positif, au moins d'un point de vue cyclique, sur quelques trimestres, etc. Alors après, on aura peut-être en plus l'IA derrière, etc. Mais si on a ce choc de productivité, on peut très bien avoir des banques centrales qui se retrouvent avec une croissance qui reste bonne, parfois qui réaccélère. C'est sans doute un peu le cas en zone euro, on voit la consommation repartir un peu, et pas d'inflation. Donc ça, c'est un peu idéal. Alors après, peut-être qu'on aura beaucoup d'inflation derrière. C'est-à-dire que ça, c'est uniquement cyclique. Dans un second temps. Dans un second temps. Mais moi, mon expérience aussi, quand je me rappelle, quand j'étais directeur de la conjoncture à l'INSEE, mon expérience, c'est que quand il y a de l'inflation et qu'elle commence à monter, on se trompe pendant 12 mois et on se dit, c'est pas possible, ça baisse. Et quand elle baisse, on se trompe pendant 12 mois et ça n'arrête pas de baisser. Après, c'est vrai qu'il y a des petits effets, prix du pétrole, l'énergie, effet de base. Bon, capter les changements, c'est très compliqué. Mais ça, le marché, je pense qu'il est déjà là-dedans. Tout le monde est un peu au courant que les chiffres en year sont un peu meilleurs. Mais donc au final, vous dites exercice de communication des banquiers centraux, mais qui va vite être dissipé par la réalité économique et notamment la réalité des chiffres de l'inflation qui vont continuer de baisser devant nous. Exactement. Et je pense qu'il y a deux aspects. Donc aux États-Unis, c'est le système bancaire qui est une préoccupation, et en Europe, c'est le bilan. Voilà. De la BCE ? La BCE qui vont commencer à perdre de l'argent, donc ils se disent mince, il faut accélérer le tapering. Donc je pense qu'ils vont plutôt faire ça, ils vont vouloir accélérer le tapering parce qu'ils ont encore des marges de manœuvre sans vendre des actifs. Donc on va te mettre un dernier coup sur le bilan pour réduire au maximum le bilan ? Ouais, ils veulent réduire à mon avis au maximum. Et par contre les hausses de taux, comme elles sont arbitrées, les baisses.
Les Hausse baisses de de taux, pardon. Les baisses de taux. Oui, mais comme les hausses de taux précédentes ont été aussi arbitrées par le système, c'est ce qu'on disait la dernière fois, où finalement ça rémunère plus le cash, donc ça crée un assouplissement des conditions financières. Baisser d'un tout petit peu au début, ça va pas être très compliqué pour les Juste banques peut-être centrales. deux petites remarques. Bien sûr, Jean-François. C'est qu'effectivement, c'est très intéressant ce qu'il vient de dire pour prolonger là-dessus, c'est que en fait aujourd'hui, les banquiers centraux ne pas toucher aux taux, c'est les laisser monter. C'est-à-dire qu'en fait, comme on a de l'inflation qui baisse, les taux réels montent. Et donc, ne pas bouger son niveau des taux nominaux, en fait, c'est rendre la politique monétaire de plus en plus restrictive. Au moment où on voit que la croissance ralentit, le taux de chômage remonte en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, etc. Donc, ne rien faire, c'est devenir de plus en plus restrictif. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est effectivement ça. C'est qu'aujourd'hui, ce qui permet aussi de penser que la BCE va baisser, c'est que par ailleurs, elle est de plus en plus restrictive dans la gestion de son bilan, dans le fameux quantitative tightening. Et arrive sans doute une remontée des réserves obligatoires. Ils ont d'ores et déjà dit qu'ils accéléraient le rythme de non-remboursement à partir du mois de juin. Donc ils accélèrent sur la réduction du bilan. Donc ça, tout ça mis bout à bout, on a une politique monétaire en Europe qui est hyper contracyclique, qui est de plus en plus restrictive au moment où l'économie ralentit. C'est bien pour ça que le marché ne croit pas trop, ni à Powell, ni à le marché price. Voilà, 7 baisses des taux cette année quand la Fed nous dit j'en ferai que 3. Et Philippe Laine nous dit je baisserai pas avant juin. Et le marché lui dit tu parles, avant l'été ce sera fait. Oui, puis c'est aussi le revers de la médaille après avoir détruit la forward guidance comme ils l'ont fait en 2022. Complètement d'accord. Comment piloter les anticipations après avoir... L'autre illustration que le forward guidance est mort. Trahi la parole en 2022. Il fallait peut-être le faire. Bon, aujourd'hui, c'est plus compliqué de piloter les anticipations. Ma question étant quand même, alors geek, banque centrale autour de la table, mais ma question étant quand même, est-ce que c'est clair pour un marché obligataire, Julien, de se dire que la BCE va accélérer la réduction de son bilan, donc plutôt restrictif, tout en commençant à jeter l'idée que oui, il y aura un moment des baisses de taux. Christine Lagarde le dit qu'en 24, il y aura sans doute des baisses de taux. Philippe Lane ne dit pas l'inverse, etc. Enfin, je veux dire, on est encore toujours sur l'idée qu'on va accélérer et freiner en même temps. Qu'on va souffler le chaud et le froid. Alors oui, mais en fait, ce qu'il faut regarder, je pense, c'est en effet, on parlait des conditions financières. C'est globalement où en est-on de l'assouplissement ou non des conditions financières. Nous, ce qu'on constate depuis mi-octobre, c'est qu'avec la baisse des rendements et le resserrement des spreads, globalement, ces conditions financières, elles se sont améliorées. Donc, je dirais que globalement, ça va dans la volonté des banques centrales d'accompagner, en effet, des niveaux d'inflation attendus qui sont plus faibles. Donc, selon la règle de Taylor, quand on a des niveaux d'inflation plus faibles par rapport à l'inflation long terme et qu'on a une croissance finalement qui n'est pas non plus démesurée par rapport à la croissance potentielle, on arrive normalement à un taux neutre qui devrait être plus bas que les taux qu'on a aujourd'hui sur les banques centrales. Après, je pense qu'il faut garder en tête quelque chose d'important, c'est que l'attractivité du marché pour les investisseurs dépend également de la pente des courbes de taux, que ce soit les courbes de taux d'émetteurs d'entreprise ou souverains. Lorsque cette courbe est inversée, on en parlait tout à l'heure, avant l'émission, lorsqu'on a aujourd'hui un taux sans risque qui tourne autour de 4% sur les fonds monétaires, il peut paraître difficile de convaincre les investisseurs d'aller investir sur des durations de 4 ou de 5 avec des rendements qui sont parfois inférieurs s'agissant de la qualité crédit investment grade. Oui, sauf que ça, déjà, il faut avoir en tête que le 4%, c'est aujourd'hui, c'est de façon instantanée. Quand on rentre peut-être entre 3,5 et 4 sur des durations de 4 ou 5 ans, on est bien sur une durée qui est plus longue, donc on va figer un rendement supérieur. Oui. Bon, ça, c'est, je dirais, un raisonnement qu'on peut avoir. Mais ensuite, quand on a une courbe de taux qui est pentue, donc pente positive, les parties longues plus élevées que les parties courtes, d'abord, c'est la logique des choses. On a cette reconstitution de primes de terme, on est payé pour investir à plus long terme. Et surtout, on a cette espèce de ce qu'on appelle ce carry roll down, c'est-à-dire qu'on a le rendement de l'actif et le roll down qui est en fait la valorisation qu'on obtient en descendant sur la courbe de taux, puisqu'on a mécaniquement une baisse de taux qui vient alimenter notre hausse de prix. Donc c'est vraiment ce couple carry roll down sur le marché obligataire qui doit continuer, je dirais, d'accompagner la bascule qu'on commence déjà à voir aujourd'hui, des stratégies déployées sur du cash vers des stratégies plus long terme, que ce soit d'investment grade, du souverain plus long, du high yield. On commence à voir certains investisseurs lors de nos contacts avec eux qui réallouent sur ces durations plus longues et qui prennent du risque de crédit pour obtenir ce pick-up de rendement. Mais on voit bien qu'on a une masse aujourd'hui d'actifs extrêmement
puissante et importante qui depuis 2 ans n'a fait que gonfler aux États-Unis comme en Europe. C'est une bulle monétaire. Quand on regarde les encours sur des fonds monétaires américains ou autres, c'est stratosphérique. C'est monstrueux. Mais quand vous voyez le bid to cover, donc la demande sur le marché primaire en début d'année, sur le souverain et sur le crédit, on voit bien que, alors, soit il y a beaucoup de cash dans les portefeuilles, mais il y a également, je pense, beaucoup d'inflow sur ces portefeuilles plus longs, que ce soit souverain ou crédit. On a déjà des investisseurs qui, depuis le mois d'octobre, ont rebasculé sur des actifs plus longs. Et donc, on a un stock de cash à investir dans le marché qui est extrêmement important. Je prends un exemple, l'émission espagnole, la Bonos, qui a été émise donc, à 10 ans la semaine dernière. On a un book, donc une somme des intentions d'investisseurs qui était de l'ordre de 138 milliards. Ça, c'est le plus haut ever sur le Bonos. Ils empruntent quelques milliards ils empruntaient par semaine, sur 15 milliards. Oui, 15 milliards la semaine dernière. Plus que quelques, alors. D'accord. Bid to cover monstrueux, Fois un 10, book à 50 fois 10. Voilà. Et c'est pareil sur le crédit, sur les émetteurs d'entreprises. Depuis le début de l'année, il y a un véritable afflux d'émissions sur les émissions d'entreprises. Simplement pourquoi ? Parce qu'on a une baisse des taux et des spreads, donc globalement des taux souverains et des taux corporate. Et donc les émetteurs, les directeurs financiers ont tout intérêt aujourd'hui à émettre dans des conditions qui sont un peu plus favorables qu'il y a 2 ans. Fort début d'année depuis la création de la zone euro. Bah oui, j'ai vu ça. C'est monstrueux. Alors on me dit, petite parenthèse, mais des spécialistes me disent oui, mais c'est beaucoup des emprunts syndiqués, c'est des pools d'investisseurs, c'est des syndications, et donc évidemment les montants de demande affichés sont spectaculaires, mais tout est organisé en amont, et de ce point de vue-là, c'est peut-être pas le reflet le plus pur de la demande réelle du marché pour l'épargne mobilisée reste pour ses rendements. Ah non, mais oui. Et puis dans l'absolu, je suis d'accord avec vous, mais en relatif par rapport aux précédentes intentions, et on voit bien le sursaut. Donc oui, c'est vrai que dans les syndications, on n'a pas tout le temps un intérêt ferme et final sur ces boucles-là, mais ça dit quelque chose quand même. Ça dit quelque chose. Et donc vous dites, pour résumer, des investisseurs sont déjà en train de se préparer à voir les rémunérations du monétaire, du cash baisser, et donc sont en train de verrouiller, même si aujourd'hui on ne fait pas le cash avec du 10 ans français ou allemand ou j'en sais rien, on est quand même en train de verrouiller du rendement futur là-dessus. Mais c'est tout à fait cohérent avec ce pivot qui est pricé aujourd'hui par le marché, même si, vous l'avez compris, chez Groupama Asset Management, on ne souscrit pas à l'ampleur de ce pivot dans le marché. C'est pas vous qui avez amené 138 milliards de demandes sur complètement. sur le Bonos espagnol. Tout de suite. Mais on y a participé. Mais voilà, mais je dirais que oui, c'est cohérent avec ce pivot pricé. Pourquoi ? Parce que si les investisseurs pricent un pivot aussi agressif que celui qui est pricé, puisqu'on est quand même sur 150 BP en zone euro, 180 sur l'année à venir sur les taux courts américains. Ça veut dire que globalement, on sera assis sur un rendement du taux sans risque qui sera un peu moins élevé dans un an. Donc il faut sécuriser ses gains, sécuriser ses rendements le plus rapidement possible. Vos commentaires, Pierre-Olivier. Je voulais vous faire réagir aussi à une des réponses de Christine Lagarde dans son interview en fin de semaine dernière à la télévision française. Le risque Trump, du point de vue de la présidente de la Banque Centrale Européenne, une nouvelle élection de Donald Trump cette année serait une menace claire, une menace explicite pour l'Europe. Encore une fois, du point de vue d'une banque centrale comme la BCE, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est quoi le risque Trump ? Moi, je trouve que ça, quand même, elle va sur des terrains. L'interview était très politique. En tant que banquier l'interview était très politique. Je ne sais pas si je commenterais les on lui pose la question. Ministre des Affaires étrangères. Ça a commencé par ça, mais bon, j'aurais pas répondu, moi. Enfin bon, bref. Mais bon, Trump, qu'est-ce que ça change pour l'Europe Mais elle parle quand même des risques, des facteurs extérieurs de risque, cités, les tensions en mer Rouge, les tensions commerciales, géopolitiques, et donc on lui dit, et Trump, Trump, je le range dans la catégorie, effectivement, des menaces explicites pour l'Europe en cas de victoire. L'Europe, c'est surtout par rapport à l'Ukraine. Voilà. Puis après, il y a toutes les questions un peu de négociations commerciales qui peuvent revenir un peu sur le devant de la scène. Voilà, c'est ça qui est un peu plus gênant. Trump est un peu moins sympathique a priori que Et concrètement, ça veut dire quoi ? C'est un risque baissier-croissance ? C'est un risque haussier-inflation ? Non, après, il peut y avoir aussi le risque que ça soit haussier pétrole, que ça soit haussier dollar, et que ça n'arrange pas la BCE. Voilà. Donc c'est ça le vrai, pour moi, d'un point de vue macro. Oui, mais c'est ce que je demande. C'est ça l'impact éventuellement de Trump, c'est qu'on se dise il va faire remonter le dollar, il va taper. Mais après, je pense que les deux vont taper sur la Chine. Je pense que de toute façon, le moment de l'élection américaine, sur les marchés, il va se passer sans doute à partir du 19 août, quand on aura la grande messe démocrate. Ouais. Et là, on a 2 mois où le marché va parler de ça, ils vont faire de la surenchère sur la Chine et compagnie. Voilà, et puis... Mais après, est-ce que c'est un énorme game changer au point de se dire que ça va changer le CRE de la BCE ? Moi, j'ai quand même un peu du mal à ce stade-là, sauf si éventuellement
On voit les prix du pétrole à $150 et le dollar qui s'apprécie de 20%. Ben, je pense Pourquoi, pas que Trump fasse ça. pourquoi le pétrole flamberait? Parce qu'il pousserait la croissance américaine au maximum. Parce qu'ils sont quand même producteurs de pétrole et ils produisent un max. Ils n'ont jamais produit autant de pétrole. Bien sûr, aujourd'hui. non, mais je pense que ce qu'elle a en tête, C'est la tension géopolitique qui mettrait. Trump, c'est plus de tension géopolitique. Il va aller soutenir Israël à 500%. Ça va s'enflammer, etc. Je pense que c'est ça qu'ils ont en tête. Bon, après, moi, à titre personnel, je pense que c'est quand même. C'est pas le game changer non, absolu. C'est un peu surjoué. Voilà. Parce que Trump ne sera pas le même Trump que la dernière fois. On part de déficit public bien plus élevé. Ça ne sera pas exactement la même dynamique. Le marché sera aussi inquiet, par exemple, des aspects budgétaires aux US. Donc, par exemple, l'impact dollar. J'y reviendrai avec on va baisser tous les impôts, mettre les impôts à zéro. Ce serait moins bien perçu qu'en 2016. Bah, après, il y a aussi la deuxième question qu'il y aura derrière, c'est est-ce qu'il aura tout le gouvernement, enfin, est-ce qu'il aura tout le Congrès pour lui? Il y a plus de chances si c'est les Républicains qui aient le Congrès, mais c'est pas encore donné aussi. Donc voilà, ça aussi, ça a beaucoup joué. Si on a un gouvernement divisé, bon, ce sera. No news pour le marché, quoi. Enfin, ça en sera tout cas, pas news, mais ça sera déjà un Trump beaucoup plus gentil par rapport peut-être à certains scénarios dont Lagarde a en tête. Je sais pas. Moi, je pense qu'il y a deux promesses, une réalité chez Trump. La deux promesses, la première, c'est s'il est élu, il dit qu'il met des taxes à l'importation de 10% sur l'ensemble des importations. Donc ça, évidemment, c'est négatif croissance, positif inflation. Le calcul, c'est 10%. Ça, s'il met l'équivalent d'une taxe comme ça sur l'ensemble des importations, un calcul de coin de table, c'est un point d'inflation en plus aux US. C'est 0,3 d'inflation en plus en Europe, etc. Ça va se diffuser. Donc c'est inflationniste quand même, ce truc-là. La deuxième promesse de Trump, bon, c'est dès le premier jour de sortir de la COP21 et d'interdire les voitures électriques, mais surtout, il dit qu'il ouvrirait les terres fédérales à l'exploitation de pétrole. Grégoire, vous l'avez très bien dit. Ils sont déjà au top de ce qu'ils peuvent produire les États-Unis, mais quand même, c'est pour ça que c'est pas si évident que ça fasse monter le pétrole, puisque quelque part, ce qu'annonce Trump, c'est plutôt distribution de permis pour tout le monde, quoi. Et donc, ce qui se passe, c'est-à-dire que les États-Unis compensent les baisses de production de l'OPEP et de la Russie, et donc finalement, Trump élu, c'est peut-être un prix du pétrole qui baisse parce qu'il y a plus d'offres. Moi, je suis pas persuadé que ça ferait monter le pétrole. En revanche, il y aura peut-être des effets dollar, risques géopolitiques, etc. À partir du moment où il a dit aussi, en un jour, je résous la crise ukrainienne, c'est-à-dire, grosso modo, j'arrête la livraison d'armes et Poutine, bienvenue en Ukraine. Poutine, quelqu'un de formidable, comme il a dit Trump à plusieurs reprises. La réalité que va faire Trump, c'est sans doute pas ça. Il n'arrivera pas forcément à faire ça. C'est pas du tout évident qu'il n'y ait pas autre chose qu'un split Congress de nouveau. On peut même d'ailleurs le souhaiter sans doute. Il ne se passerait pas grand-chose. En revanche, il y a bien un truc sur lequel ils vont tous se mettre d'accord, c'est de prolonger les baisses de taux d'impôt sur les sociétés, de taux d'impôt en général. Et ça, clairement, Trump va le faire. Et ça, je pense que ça a beaucoup moins d'impact, ni sur la croissance finalement, ni sur l'inflation. En revanche, ce sera plutôt favorable à l'action US. Petite parenthèse là, que disent les équipes de Natixis en Asie sur alors les résultats Taïwan présidentiel plus parlementaire, la manière dont les marchés ont réagi, la manière dont Pékin a pu réagir? Bon, nous, on avait mis une probabilité de 5% sur l'invasion de Taïwan par la Chine. Et quand même. C'est les résultats. Donc, c'est une toute petite probabilité par rapport à ce qu'on pouvait entendre ici ou là. Aujourd'hui, après ce résultat, finalement, entre l'élection, finalement, qui était assez attendue, il est en tête dans les sondages depuis un moment, ce qui est assez nouveau, c'est quand même ce qui se confirme, en tout cas, c'est un congrès assez divisé. Donc moi, je pense qu'il y aura une espèce de statu quo. En revanche, on voit bien que chaque mois qui passe, chaque année qui passe, mais surtout chaque mois qui passe, l'administration chinoise est de plus en plus sur une ligne dure. Elle assume d'être un peu sur une ligne dure, beaucoup plus qu'il y a 2 ans. Et donc, comme déjà, on a vu d'un record d'intrusion dans l'espace aérien taïwanais, dans les eaux taïwanaises, il suffit d'en parler aux Philippins, de ce qui se passe chez eux. Bon, il y a quand même une agressivité de la Chine dans sa politique étrangère qui est beaucoup plus assumée. Et donc je ne vois pas comment ça pourrait faire exception. Alors en plus qu'on a une croissance qui est en train de ralentir en Chine, on va passer de 5 à 4, etc. Un Xi Jinping qui se durcit un petit peu. Moi je crois qu'on va quand même voir des manifestations, un moment Pelosi, si on peut dire, quand Nancy Pelosi a visité Taïwan, où on va voir un peu des réactions comme ça de la Chine, avec des manœuvres, des choses qui évidemment peuvent un petit peu faire monter le niveau de danger en mer de Chine, avec les croiseurs américains, etc. Mais honnêtement, je ne crois pas que ce soit à même de changer. C'est pas le grand soir là maintenant tout de suite, quoi. Non. Oui. Non, je ne crois pas du tout. Ça. Encore une fois, la Taïwan, si c'est une invasion de Taïwan par la Chine, ce sera à la mode Hong Kong, à mon avis. Ce ne sera pas du tout sur le plan militaire. C'est plus, au-delà du calendrier, c'est plus comment la Chine récupérera Taïwan. Il vient de virer la moitié de son état-major, ce n'est pas le moment de se lancer dans une guerre incertaine.
Julien, je reviens avec vous. Sur les marchés obligataires, l'idée que ce que vous décriviez, les premières émissions d'obligations souveraines, notamment en Europe, ont été massivement sursouscrites ces derniers jours, ces dernières semaines. Pour revenir sur le risque Trump, le risque supply également, avec des programmes d'émissions majeures et en Europe et aux États-Unis. Comment ce facteur supply, l'émission de titres d'État, quelle influence est-ce que ça va avoir sur les marchés obligataires? Aujourd'hui, il y a une demande faramineuse en face, tout va bien. Est-ce qu'à un moment, avec, je ne sais pas, un nouveau locataire à la Maison-Blanche, est-ce que ça peut devenir un problème? Alors on l'a vu, ça peut devenir un problème. On l'a vu l'année dernière, en fin d'année, au dernier trimestre, on a eu une émission de 30 ans américain qui est pas très bien passée. On a eu un mouvement de tension sur la courbe, et notamment sur les parties longues, qui ne s'est pas fait attendre. Ça aussi, je pense qu'on l'évoquait tout à l'heure, ça a mis la puce à l'oreille certainement à la Fed et aux banques centrales. C'est que il y a un moment où en fait des niveaux de taux trop élevés, vont poser problème à ces États qui n'ont cessé de se endettés quand même post-Covid pour financer les programmes. On interroge la soutenabilité des finances publiques américaines à ce niveau-là. Oui, tout à fait, c'est très clair. Il faut savoir que les US atteignent bientôt donc 30 000 milliards de stocks de dette. Cette année, ils vont émettre plus de 1300 milliards de dollars. Ça, en face de ça, on met un bilan de la Fed qui est censé se réduire. Idem en zone euro, on l'évoquait tout à l'heure. Alors pour l'instant, les promesses de tapering sont plutôt timorées, mais il se pourrait qu'elles se renforcent prochainement en zone euro également. Ça va participer évidemment au renchérissement des taux. Et donc, il y a un moment où en fait, quand on a une demande d'investissement qui, selon nous, est assez forte et finalement un investissement, une épargne qui progresse à une vitesse un peu moins élevée, eh bien l'ajustement se fait par le taux. Et donc, il va se faire par le taux plutôt à la hausse, selon nous. Est-ce que ça veut dire, Julien, que même en cas de récession aux États-Unis, je ne parle pas d'un événement majeur, on a tous en tête les récessions de 2007-2009, qui est une référence un peu en dehors des standards historiques, mais même en cas de récession aux États-Unis, c'est pas évident que les taux baissent autant que ce qu'on imagine. Disons qu'on aura des contre-pouvoirs. C'est-à-dire que, en fait, dans la définition, dans la fixation du prix des taux, on a les parties courtes qui viennent ancrer la courbe de taux, et puis ensuite, on a sur la partie sur le souverain, l'offre et de la demande. Et dans la demande, ces dernières années, on a eu massivement ce bilan qui, depuis 2007, est venu écraser complètement la fixation des prix, est venu administrer, comme on le dit dans le jargon financier, la fixation des prix. Avec les banques centrales qui sortent, on converge vers les fondamentaux, donc on a un peu moins d'administration et donc on doit aller vers cette convergence. On a des modèles chez Groupama Asset Management qu'on appelle les modèles séculaires, qui définissent un niveau d'équilibre des taux longs aux US et en zone euro, sans la composante bilan, partant du principe qu'on a une normalisation complète du bilan. Là, on a des taux d'équilibre aux États-Unis qui sont de l'ordre de 5 à 5,5 sur du 10 ans, à horizon 1 an ou 2. Voilà. Ouais. Donc, c'est pas loin des niveaux qu'on avait atteints d'ailleurs il y a encore quelques temps, en octobre. Voilà. Donc, ça pour dire que oui, en effet, on peut avoir ces phénomènes de tension. Après, en cas de récession majeure aux États-Unis, évidemment, la Banque centrale, ça a été dit tout à l'heure, procédera à des baisses de taux qui seront agressives et ça viendra soulager. Mais in fine, c'est peut-être ce à quoi les banques centrales seront confrontées. C'est qu'on mène une mesure restrictive aujourd'hui pour lutter contre les pressions inflationnistes, alors qu'en même temps, en face, on a des mesures de relance. Vous voyez, alors que, souvenez-vous, Mario Draghi, pendant des années, a appelé de ses voeux des mesures de relance fiscale qui ne venaient pas, lui déployant toutes les liquidités possibles au niveau de la sphère financière pour relancer cette activité et les perspectives inflationnistes. Voilà, et là aujourd'hui on a l'inverse. Donc il serait temps que les politiques fiscales et monétaires s'entendent pour qu'on ait un policy mix plus cohérent et vertueux. J'aime bien l'idée du policy mix vertueux. Positionnement, comment on gère la situation en matière de stratégie, d'investissement ou même de tactique peut-être après le rallye monstre de novembre-décembre qui a peut-être amputé en partie en tout cas ce qu'on pouvait espérer de 2024, Pierre-Olivier. Moi je pense que sur les actions, je pense qu'il y a sans doute... je parle d'abord des actions américaines, parce qu'après on peut parler du relatif Europe, mais je pense qu'il y a encore une patte de hausse. Une patte de hausse, oui. Portée par qui ? Simplement, je pense que... Marché global, quoi. Oui, non, mais je pense qu'on a eu le short squeeze, ça c'était novembre-décembre. Voilà, maintenant je pense qu'on est un peu dans le wall of worry, c'est-à-dire qu'il y a
tout le monde est inquiet, le positionnement est très, très d'un côté, tout le monde se dit il va nous arriver quelque chose sur la figure, etc. Voilà, bon, moi je pense que le marché... Mais il faut être équilibré sur la position action US ou on se laisse encore porter par quelques magnifiques versus le reste du monde? Ce qui est bien en plus chez les US, c'est que c'est un poil plus défensif que le reste. Hein, donc on aime bien en plus. Donc moi je trouve que les US, il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas chercher du plus haut assez vite en fait. Ouais. Voilà. Après je suis un peu plus inquiet. Moi si jamais un moment où je deviendrais plus short du marché, c'est si vraiment la Fed baisse ses taux en mars. Voilà. Donc, oui, c'est un peu ce que vous nous disiez tout à l'heure. De la Fed qui D'accord. D'accord. Donc il y a un avant, après quoi. Oui. Et un cut plutôt trop tôt, ça peut aussi. C'est pas que c'est trop tôt, c'est que je pense que une fois que la Fed c'est un sell de news. Si vous voulez, c'est là aujourd'hui on s'inquiète. Oh là là, mais il y a trop de cuts pricés, etc. Mais je suis pas sûr que le marché va arriver à dépricer les cuts de fin d'année où les gens s'inquiètent. Le pricing se confirme, y compris après les données qu'on a pu avoir de CPI ou autre. Le marché confirme la partie longue est très bien pricée à court terme. Est-ce que le taux américain entre 3,8 et 4,5, je dirais, voilà. La vérité est là, quoi. La vérité est là. Oui, on est à 4. Si on s'inquiète un peu quand on est au-dessus, quand on est en dessous. Je veux dire, qu'est-ce qui va faire vraiment changer le marché de ça? Bon, oui, s'il y a une récession, on va aller à 3,3, 2,7, on va aller beaucoup baisser. Voilà. Il faut une récession, mais là, il n'y a rien dans les chiffres. Je veux dire, donc, je ne pense pas que ça soit encore le sujet. Voilà. Et pour remonter encore, il faut se dire, mais l'inflation réaccélère. Mais bon, alors on a, comme tu l'as rappelé, il y a des effets un peu tactiques. Voilà, donc on peut un peu s'inquiéter. Mais grosso modo, la direction de l'inflation, elle est quand même assez claire. Voilà. Donc je trouve que la partie longue est assez bien pricée. Je pense que ça fait sens pour les investisseurs. Bon, moi, je suis un hedge fund, donc évidemment, je regarde ça la semaine, donc je me dis là, c'est un peu trop tôt pour mettre de longue duration, mais je comprends que les investisseurs... Oui, arrivent à se projeter sur cette idée-là, bien sûr. L'idée que de toute façon, on est plus dans la phase de hausse des taux, etc. Ouais. Voilà, donc voilà, moi, c'est un peu le scénario que j'ai. J'aime bien l'idée, ouais. 7 mars, si la Fed baisse ses taux le 7 mars, il faudra bien comprendre pourquoi et peut-être qu'on changera de régime de marché à ce moment-là. Exactement. Historiquement, une baisse des taux est suivie d'une baisse des actions. Mais encore une fois, les modèles du passé ne préjugent pas de l'avenir. Pourquoi? Parce qu'en général, quand la Fed baisse ses taux, c'est qu'on annonce une récession. Or là, c'est juste que l'inflation qui était anormalement haute... C'est ce qu'ils nous disent. C'est pas à cause d'une récession qu'on baissera les taux, c'est parce que l'inflation continuera de baisser encore dans le dernier kilomètre. Un mot rapide de positionnement obligataire ou de la logique obligataire qui vous anime aujourd'hui, Julien? Oui, alors nous sur le positionnement obligataire, en fait, on est rentré là dans l'année 2024 avec un positionnement plutôt short sur les taux, compte tenu de notre scénario. Nous, on pense qu'on va avoir de la volatilité sur le marché obligataire, compte tenu justement de ce scénario, déjà de cette dissonance entre Banque centrale européenne et Fed, et puis peut-être en effet, compte tenu d'une Fed qui pourrait être surprise par la résistance quelque part de l'inflation au cours de l'année 2024. Donc, à minima, on pourrait avoir un peu de repricing justement sur ces attentes de cut qui sont extrêmement agressives. Et si repricing il y a sur les attentes de cut, on le sait, sur les actions et sur le crédit, eh bien, on verra peut-être des points d'entrée favorables au cours de l'année, en tout cas un regain de volatilité. Et donc, on rentre dans l'année avec une position légèrement positive crédit, mais on s'attend à pouvoir repondérer nos actifs crédit au cours de l'année. Bon. Il y a un tour de réunion Banque centrale fin janvier, début février. C'est 25 janvier pour la BCE, 30 et 31 janvier pour la Fed, 1er février pour la Banque d'Angleterre. Et ensuite, les meetings de mars avec les projections du staff, etc. Alors, BCE, c'est 7 mars, je crois, la BCE. Et ce que j'ai noté, c'est Fed, c'est 19 et 20 mars pour la Réserve fédérale américaine. Merci à vous trois. Merci d'avoir été invités de Planète Marché ce soir. Julien Moutier, Groupama Asset Management, Pierre-Olivier Beffy, Boussard et Gavaudan, Jean-François Robin, Natixis. Chaque lundi, place à l'actualité américaine, l'actualité des entreprises et l'actualité politique, bien sûr, avec notre quart d'heure américain et Pierre-Yves Dugas, notre correspondant américain, avec nous en visioconférence. Commençons par les affaires industrielles et cette nouvelle séquence compliquée pour Boeing, quelques jours après l'accident du 737 MAX 9 opéré par Alaska Airlines. Écoutez, depuis cette catastrophe, et depuis le début de l'enquête qui est menée par le Bureau fédéral des accidents, organisme indépendant de Federal Aviation Administration, organe donc indépendant de l'organe de régulateur de Boeing, trois éléments nouveaux sont intervenus. D'abord, d'un point de vue purement commercial, la Chine, très très discrètement, les clients chinois du Boeing 737, qui étaient tout contents de recevoir bientôt leurs nouveaux appareils, font savoir, avec un profil relativement bas car ils sont très embarrassés, qu'ils ne vont pas exploiter ces avions tout de suite, ils vont procéder à de longues inspections qui sont
d'ailleurs exigé dans un second temps par les autorités réglementaires chinoises. Il avait fallu 4 ans pour que la Chine accepte à nouveau les 737 MAX à la suite du deuxième accident tragique de Ethiopian Airlines. C'était il y a 1 an, en janvier 2023. La Chine acceptait à nouveau ces avions. Donc de nouveau, suspension de l'exploitation des 737, quel que soit leur modèle, des 737 MAX, pardon, quel que soit leur modèle, nouvelles inspections. Commercialement, Boeing n'avait pas besoin de ça. Et ça intervient bien évidemment dans ce contexte des relations commerciales et politiques qui sont très très tendues entre Pékin et Washington. Deuxième élément nouveau, la FAA, donc le régulateur de l'aviation civile américaine, a lancé un audit général de toutes les pratiques de fabrication et d'inspection des avions neufs de Boeing. Ce qui est stupéfiant, on pourrait presque dire maléfique, c'est que jour pour jour, le 6 janvier 2021, donc 3 ans avant l'accident tragique d'Alaska Airlines, le département de la justice signait avec Boeing Deferred Prosecution Agreement, un argument de poursuite différée qui prévoyait que Boeing ne soit pas poursuivi au pénal, que personne n'irait en gros en prison chez Boeing, à condition que Boeing, verse beaucoup d'argent aux constructeurs et aux familles des victimes, un petit peu aussi sous forme punitive au département de la justice, pas beaucoup d'ailleurs, moins de 250 millions, et que pendant ces 3 ans, Boeing se plie à un respect extrêmement strict de tous ces nouveaux engagements de vérification, de sécurité, etc. À quelques heures près, Boeing allait être libéré de cet engagement et l'accident tragique d'Alaska Airlines, qui n'a fait aucune victime, c'est vrai, est intervenu. Il y a quelque chose d'assez stupéfiant dans le timing de cette affaire, parce que du coup, tout cet accord de poursuite différée est à nouveau suspendu et on attend de voir ce que le régulateur américain peut éventuellement trouver dans les promesses qui sont censées avoir été tenues par Boeing depuis 2021. Et bien évidemment, ce fournisseur de ce panneau qui cache la porte, société de Wichita, Kansas, Spirit AeroSystems, qui appartenait jusqu'en 2005 à Boeing, dont Boeing s'est débarrassé parce qu'à cette époque-là, on vendait tout ce qu'on pouvait au private equity en pensant pouvoir dégager Boeing de toutes ses contingences industrielles pour se concentrer sur l'innovation et le marketing. Énorme erreur industrielle de la vie générale maintenant. Cette porte, ce panneau a été assemblé, c'est vrai, dans le Kansas, comme l'essentiel du fuselage du 737 MAX 9, ensuite mis sur un train, et 1500 miles plus loin, ce panneau est à nouveau enlevé dans l'usine de Renton par Boeing pour installer à l'intérieur de l'avion tous les équipements. Donc il n'est pas évident que la société Spirit AeroSystems soit responsable de ces boulons que l'on a retrouvés dans une dizaine d'avions neufs et qui ont été mal serrés. Peut-être que c'est directement la responsabilité des ouvriers de Boeing, ça l'enquête va le dire. Crise grave quand même, hein. Dès qu'on touche à des questions de safety, de sécurité, dans une industrie comme l'aéronautique, évidemment, ça peut aller loin, très loin, et le marché en a bien conscience, puisqu'on a déjà un cours de bourse de Boeing qui est en chute de plus de 15% depuis le 1er janvier, hein, sur les premières semaines de janvier, depuis l'accident du 6 janvier dernier. Voilà pour la page industrielle. Venons-en à la page politique, Pierre-Yves, avec déjà une nouvelle importante, puisqu'on a beaucoup parlé du risque de shutdown, de fermeture des administrations américaines qui pesait encore en ce début d'année aux États-Unis. Une nouvelle loi de dépenses a pu être votée au Congrès pour repousser cette échéance jusqu'au mois de mars. Peut-être. Je vous vois lever le doigt, Pierre-Yves. C'est pas encore fait. C'est pas encore fait. C'est pas encore fait. Il faut que ça intervienne avant vendredi minuit. Au Sénat, c'est faisable. À la Chambre, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Le nouveau speaker de la Chambre, M. Mike Johnson, a
accepté quelque chose qui a mis en colère. Alors, il est vrai qu'ils se mettent en colère très facilement, la douzaine de Trumpistes à la Chambre, qui les a mis en colère. Il a repris à son compte le compromis qui avait été négocié l'an dernier entre son prédécesseur, Kevin McCarthy, et le président Biden, pour fixer les dépenses discrétionnaires à 1 660 milliards de dollars. Juste un petit pas en arrière, ces dépenses discrétionnaires ne concernent que ce que le Congrès doit explicitement voter ou tolérer. L'essentiel des dépenses fédérales américaines échappe à ce contrôle, c'est plus de 4 000 milliards de plus. En acceptant cela, le principe de ce plafond de 1 660 milliards, ce que Michael Johnson essaie de faire, c'est de respecter la Constitution américaine et les procédures classiques qui veulent que les 12 lois de finances qui constituent le budget soient votées par les deux chambres dans les deux cas. Plutôt que le système qui est effectivement en vigueur depuis des années, où on ne les vote jamais, mais on vote une énorme loi qui met tout dedans, cette fameuse Omnibus Bill, avec des tas de compromis, plus ou moins d'ailleurs cachés et illisibles, des lois de 2000 pages que personne ne peut lire. Alors c'est très bien en principe, et c'était nécessaire parce qu'en reprenant ce compromis négocié l'an dernier avec Joe Biden, on évite les coupures automatiques. Et il y a des conservateurs au sein des partis républicains qui ne voulaient pas qu'on ait des coupes automatiques dans le budget militaire. Le problème, c'est que pour mettre en place ce système de vote des 12 lois, il faut beaucoup de temps. Et on n'a pas le temps d'ici vendredi de négocier tout ça. Donc il va falloir rallonger la sauce encore du temporaire jusqu'à début mars par une nouvelle Continuing Resolution qui probablement sera passée au Sénat, mais qui à la Chambre va être difficile à passer. Parce que, alors là c'est de l'arithmétique, c'est invraisemblable, mais c'est comme ça, la très courte majorité républicaine à la Chambre est en train de fondre comme neige au soleil. Et Dieu sait s'il fait froid en ce moment à Washington. Pourquoi ? Kevin McCarthy est parti. Donc une voix républicaine de moins dans cette courte majorité républicaine. George Santos a été exclu. Donc il n'est plus là pour voter avec les républicains tant qu'il n'a pas été remplacé dans sa circonscription de l'État de New York. Et on a un troisième, Johnson, Bill cette fois-ci, de l'Ohio, qui le 21 janvier va partir en retraite. Les républicains ne peuvent plus supporter que 2 abstentions dans leur propre camp s'ils veulent faire passer une résolution continuelle. Donc ils vont avoir besoin plus que jamais de quelques voix démocrates. Et cette fois-ci, les démocrates sont prêts à sauver la peau, au moins jusqu'au début mars, de Kevin McCarthy. Mais c'est l'humiliation suprême pour Mike Johnson, de devoir compter sur le bon vouloir de quelques démocrates pour sauver sa peau jusqu'au début mars. Un point important. Mike Johnson parle régulièrement au téléphone avec Donald Trump. Donald Trump, a priori, ne souhaite pas qu'il y ait de shutdown pendant les primaires du New Hampshire la semaine prochaine et reporte au mois de mars un éventuel shutdown. Je pense que une des clés pour comprendre ce changement de calendrier, cette réduction de majorité républicaine, c'est l'acquiescement très discret de Trump pour éviter le shutdown pour le moment. Mais on en reparlera au mois de mars. Oui, parce qu'il serait très content de voir, comment il l'a dit, voir l'économie américaine se cracher dans les 12 mois. Après, il y a quand même un peu de tactique et de calendrier électoral qu'il faut considérer effectivement dans ces affaires à Washington et au Congrès. Pierre-Yves, un mot effectivement du coup d'envoi, donc avec le caucus de l'Iowa qui donne le coup d'envoi du processus de sélection du candidat ou de la candidate républicaine pour cette élection présidentielle. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce stade ? Alors j'ai vu que Chris Christie avait quitté la course, jeté l'éponge. Est-ce qu'il a soutenu un ou une candidate potentielle à cette élection ? Et que peut-on dire du trio de tête ? Alors avec Trump très devant et Nikki Haley en seconde position pour ce caucus de l'Iowa. Alors la semaine dernière, je vous disais, la course dans l'Iowa, c'est la course pour le numéro 2. Est-ce que ça sera DeSantis ou Nikki Haley ? A priori, Nikki Haley va devancer DeSantis. Je ne serais pas surpris que DeSantis laisse tomber. C'est ce que vous disiez. S'il n'est pas numéro 2 sur l'Iowa ou New Hampshire, il jettera l'éponge directement. Ce serait en tout cas le choix rationnel pour Ron DeSantis. Absolument. S'il est troisième dans l'Iowa, c'est une très mauvaise nouvelle parce qu'en plus, il a le soutien d'un gouverneur assez populaire local
Et alors peut-être attendra-t-il le New Hampshire pour voir s'il arrive à sauver les choses. Le départ de l'ancien gouverneur du New Jersey est une bonne nouvelle pour Nikki Haley parce que c'est un républicain relativement modéré par rapport à Trump en tout cas. Et l'essentiel des gens qui s'intéressaient à Chris Christie se reporteront sur Nikki Haley, en particulier dans le New Hampshire. Et l'espoir, bien sûr, de Nikki Haley serait de battre Donald Trump dans le New Hampshire ou de s'approcher considérablement de lui, ce qui, d'après les sondages, n'est pas encore le cas. Mais de plus en plus, on pense que si quelqu'un peut battre Donald Trump, ce qui apparaît peu vraisemblable, mais si quelqu'un peut le battre, ça serait Nikki Haley. Bon, eh bien, nous suivrons ça, effectivement, au fil de l'eau, avec voilà, ce jour symbolique et ce caucus de l'Iowa qui lance de facto la course à la candidature républicaine pour cette élection présidentielle. Merci beaucoup, Pierre-Yves. Pierre-Yves Dugas, avec nous chaque lundi pour ce quart d'heure américain dans Smart Bourse sur Bismart et à retrouver, bien sûr, en replay sur bismart.fr ou en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées.